Merci. Bonjour. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Je vous rassure, c'est le dernier speech de la journée avant la dernière table ronde. Je me suis interrogée sur qu'est-ce qui pourrait donner des indications aux enseignants sur le choix d'un jeu en classe, d'un jeu pour apprendre, donc soit de serious game, soit d'autres types de jeux qui pourraient être intégrés en classe. Et j'ai commencé par réfléchir à comment on pouvait penser l'utilité des serious games. Et si on revient à un auteur en pédagogie extrêmement important, Jean Piaget, il définissait deux types de jeux. Un premier type qui apparaît très tôt chez les jeunes enfants, c'est les jeux où on va jouer avec son corps, avec des objets qui sont présents, avec des choses que l'on peut toucher. C'est les jeux qu'on appelle sensorimoteurs. Et un deuxième type de jeu qui apparaît un peu plus tard, avec souvent l'apparition du langage d'ailleurs chez les enfants, c'est les jeux qu'on appelle les jeux symboliques, où on va jouer parfois avec des objets, mais des objets qui auront la fonction de signe, c'est-à-dire qu'ils vont représenter autre chose que simplement l'objet qu'on a face à soi. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une signification. Et là, on voit des exemples de jeux symboliques. On joue un rôle, on joue le rôle du papa, de la maman qui s'occupe de l'enfant. On fait parler un animal, on joue à faire de la cuisine, etc. On fait comme si. Et dans ces jeux symboliques, l'imagination, la signification et les représentations mentales sont extrêmement importantes. Pourquoi je vous montre ce type de jeu ? Parce qu'à mon sens, les jeux vidéo font partie clairement de ces jeux symboliques, de type symbolique. Et un autre élément important, type jeu de rôle aussi, faire semblant, imiter, Piaget distingue des raisons pour lesquelles les enfants vont jouer à ces jeux symboliques et qui sont des raisons liées en partie aux apprentissages et en partie à la gestion des émotions. Il mentionne cette raison possible, mais à mon avis, et je pense qu'il l'aurait accepté, il y en a certainement aussi beaucoup plus que ces 7 qui sont mentionnés, mais vous voyez, ça peut être de revivre une situation difficile, pénible, issue du réel, transgresser des règles, faire ce qu'on n'a pas le droit de faire pour tester ce que c'est que la transgression. Ça pourrait être simplement se mettre à la place de l'autre, donc pour imaginer une autre posture que la sienne, etc. Donc tout un ensemble d'usages possibles du symbolique que les enfants peuvent mettre en jeu de manière libre lorsqu'ils choisissent librement des jeux. Et ça expliquerait aussi l'intérêt pour ces jeux symboliques. La difficulté qu'a l'enseignant en classe, c'est que les jeux qu'il va proposer ne sont pas choisis librement par les enfants. Donc il n'y aura pas nécessairement tous ces éléments-là qui vont motiver l'enfant à jouer. Donc la difficulté du prof, ça va être de trouver des jeux qui sont motivants et peut-être pour d'autres raisons que celles qui sont ici. Celles-ci sont clairement liées au développement de l'enfant, à son apprentissage de la vie sociale, de la vie psychique. Mais le prof va devoir parfois trouver d'autres éléments intéressants pour motiver à jouer à un jeu d'apprentissage ou un serious game. Ma question ici, c'est comment, dans le contexte scolaire, motiver des enfants à apprendre avec un jeu. Alors, je me base sur le cadre théorique de Roland Viau, le chercheur canadien, qui n'a pas spécialement au départ travaillé sur les jeux vidéo ni les serious games. Il a travaillé sur l'apprentissage à l'école et essentiellement l'apprentissage des langues au départ. Mais vous allez voir, je trouve que sa théorie est assez intéressante à appliquer dans le domaine des jeux. Il nous dit qu'il y a une dizaine de facteurs, je ne vous les présente pas tous, mais j'en ai pris quelques-uns qui m'apparaissent centraux, qui vont donner de l'intérêt à apprendre dans le contexte scolaire. Et je vais détailler les différents éléments. C'est que l'enfant perçoit que la tâche qu'on lui demande de faire a une valeur. On va voir quel sens ça peut avoir valeur. Ensuite, l'enfant perçoit un sentiment de compétence dans l'activité. Il perçoit aussi le sentiment qu'il peut contrôler d'une certaine manière ou sur certains points l'activité et que la tâche qui lui est proposée est une tâche de type authentique. On va aussi voir ce que veut dire le mot authentique. La valeur, en contexte scolaire, ce qui serait opposé à la valeur, c'est faire un simple exercice parce qu'on nous demande de le faire. Faites cet exercice parce que je vous ai dit, ou faites-le simplement pour obtenir une bonne note, etc. L'idéal, ce serait de trouver une valeur qui soit réellement importante pour l'enfant. Soit ça peut être l'apprentissage. Pour certains enfants, apprendre des nouvelles choses, c'est motivant, mais pas tous. Pour d'autres, la valeur va être peut-être le plaisir ou la signification qu'ils vont attribuer à l'activité ou le lien avec la vie réelle et ce qu'il peut faire dans la vie réelle avec les apprentissages. La notion de contrôle, c'est la capacité à pouvoir choisir des choses dans l'activité, qu'elles ne soient pas complètement imposées
en top-down, mais qu'il ait une certaine marge de manœuvre, un certain degré, on pourrait dire aussi un degré de liberté. Et ça, on va le voir, je vais vous donner des exemples de jeux qui, à mon avis, utilisent assez bien, ou mettent assez bien en pratique ces différents critères. Ici, dans Mission US, il y a plusieurs histoires où ce sont des jeunes qui sont mis en scène pour faire apprendre en fait différentes périodes de l'histoire américaine, découvrir des éléments historiques, sociaux et puis des documents d'époque aussi à travers des missions que des personnages doivent réaliser. Et là, si je prends par exemple la mission de Lena, qui est une jeune femme qui arrive de Minsk à New York en 1907, c'est pas complètement une histoire narrative où il faut suivre le personnage. On peut choisir les intérêts du personnage. Par exemple, à certains moments, elle va devoir choisir un type de métier. Est-ce qu'elle va rester couturière dans un atelier, ou est-ce qu'elle va aller en usine, ou est-ce qu'elle va choisir d'autres types de métiers. Donc il y a une flexibilité de choix, des choix de vie du personnage qui fait qu'on peut s'approcher un peu des intérêts potentiellement réels de l'enfant. On peut aussi choisir les qualités du personnage. Est-ce qu'elle est douée en chant, en mathématiques, en musique, ou plutôt en sport et en activité physique. Donc là, il y a une possibilité de contrôler un peu le caractère, entre guillemets, du personnage et ses choix de vie. Là, est-ce qu'elle va choisir le soir d'aller étudier, apprendre l'anglais, ou d'aller apprendre la danse dans un ballroom. Ici, un autre exemple de jeu qui va mettre en avant cette possibilité de liberté de choix de manière encore plus large, c'est un jeu d'écriture, d'aide à l'écriture, qui s'appelle Elegy for a Dead World. Vous vous promenez dans des univers assez étranges et énigmatiques. Vous êtes une espèce d'astronaute avec une combinaison, et vous pouvez, à différents postes du jeu, taper votre propre texte pour écrire une nouvelle. Donc on vous propose des éléments, mais le contenu et la signification, c'est vous qui allez l'apporter. Le jeu vous aide simplement, avec des graphismes et des visuels, à avoir des idées. Mais au final, c'est vous qui allez pouvoir inventer l'histoire. Donc là, on est encore dans un jeu encore plus ouvert du côté du contrôle. Qu'est-ce que pourrait dire l'authenticité de la tâche dans un jeu? Alors, je vais vous montrer quelques exemples de passage de l'apprentissage qui est fait dans le jeu à un apprentissage dans le monde réel, ou des compétences dans le monde réel. Ici, c'est un jeu qui a été créé par le département des Yvelines, les archives, pour s'approprier un peu l'histoire de la guerre 14-18 dans ce territoire-là. Donc, pour savoir et découvrir non seulement des événements qui se sont passés, mais comment aller rechercher dans les archives des informations qu'on va pouvoir réinjecter dans sa propre vie. Par exemple, retrouver ses ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait durant cette guerre, s'ils ont été militaires, où ils sont enterrés, comment ils sont morts, etc. Et on découvre non seulement des photos d'archives, des éléments issus du monde historique réel, entre guillemets, ça c'est un premier rapport du réel, mais on va pouvoir apprendre à aller lire dans des bases de données. Ici, par exemple, la base de données Mémoire des hommes, base de données militaire. Vous allez apprendre à retrouver les fiches de service des soldats décédés, les journaux de campagne, etc. Et toutes les compétences que vous acquérez, c'est une enquête. On doit découvrir qui est un personnage qui apparaît sur une photo dans le jeu. Toutes les compétences que vous acquérez, vous pouvez complètement les transférer pour chercher des membres de votre famille ou d'autres personnages. Donc là, il y a clairement un apprentissage, on peut dire un petit peu du métier d'historien, de généalogiste. C'est dans l'autre jeu, Mission US, Flight to Freedom. Le lien avec la réalité, il se fait surtout dans les dossiers pédagogiques et les pièces que l'on découvre dans le jeu. Ici, on a des affiches originales qui sont scannées, qui permettent d'aller retrouver aussi, un peu comme un historien, des éléments d'époque. C'était le prix des esclaves lors d'une vente, par exemple. Voilà. Ici, dans le jeu Elegy for a Dead World, vous voyez, c'est l'histoire que vous écrivez qui, à la fin de votre jeu, se compose comme une nouvelle que l'on peut partager en ligne avec les autres écrivains joueurs. Et là, on a vraiment écrit une nouvelle. On n'a pas juste joué à un jeu, on a fait une activité qui existe déjà dans le monde réel, qui est celle d'écrire des nouvelles de science-fiction, de les partager et de les commenter avec les autres. Et puis on peut même imprimer son livre, donc avoir une impression papier de ce qui ressort du livre. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement important pour la motivation des élèves dans l'apprentissage, c'est que l'apprentissage ne soit pas permette de produire quelque chose où ils ont une certaine maîtrise sur la production. Pas seulement un travail écrit avec des notes où on répond aux questions du prof, mais là, clairement, il y a une production de l'élève qui part de l'activité, qui va être sa production à lui, personnalisée, individualisée. Ce qu'on a vu tout à l'heure comme l'importance du sentiment de compétence
ou d'augmenter ses compétences. Ça peut aussi être travaillé autrement qu'en donnant des points ou des notes, mais dans un acte qu'on appelle un acte de partage, de socialisation des productions. C'est souvent ça qui manque le plus dans les jeux, c'est qu'une fois que le jeu est terminé, c'est fini, on n'a plus grand-chose à faire. Là, l'idée, c'est qu'à la fin du jeu, l'élève puisse réutiliser toutes les connaissances ou les compétences qu'il a acquises pour produire. Ici, par exemple, elle produit un exposé à partir de ce qu'elle a appris. Ça permet de réactiver les connaissances, de les reformuler avec son propre langage et surtout de se les approprier. Et c'est aussi très valorisant pour les élèves. Ils sont vraiment dans une phase d'activité, de réappropriation. Et c'est souvent cette phase-là que les profs doivent inventer ou créer parce qu'elle n'est pas dans la plupart des jeux, cette phase-là. Et typiquement ici, je vais vous donner un exemple d'une réappropriation qu'un enseignant a proposée au gymnase avec des élèves de 16 ans. Il n'a pas utilisé ce jeu sur l'esclavage pour faire découvrir, disons, le contexte historique de l'esclavage. Il a d'abord fait des séances classiques d'apprentissage en histoire avec des manuels, des livres, des films, des photographies. Ensuite, pour augmenter le sentiment un peu d'expertise des élèves, une fois qu'ils avaient déjà une expertise du sujet, il les a fait jouer à ce jeu-là. Il dure à peu près 2 heures. Et ils ont dû évaluer, d'après leurs sources qu'ils avaient déjà observées, la qualité des sources et de la présentation qui était faite de ce thème-là dans le jeu. Donc ils étaient en posture d'experts et de connaisseurs. Et ils ont aussi pu, pour évaluer ce jeu, aller chercher dans les sources qui sont proposées dans les dossiers pédagogiques. Il y a plein d'autres sources encore proposées. Et les constats sont très intéressants. Ils ont par exemple évalué que le jeu était beaucoup moins violent que les autres sources qu'ils avaient vues, notamment photographies de pendaisons, de tortures, de massacres de Noirs aux États-Unis. Donc ils ont eu après un regard critique sur le jeu lui-même. Et puis l'idée, c'est que si on favorise ces différents critères, on va aider les élèves à ce qu'on appelle avoir une implication cognitive dans l'activité d'apprentissage. Et l'idée, c'est que le jeu, idéalement, devrait se situer un peu dans cette zone-là dont on a parlé tout à l'heure, cette zone que Vygotsky définit comme la zone de développement proximal. C'est suffisamment difficile pour qu'il ait besoin de ressources ou d'aide pour résoudre les problèmes, mais pas trop difficile pour qu'il n'y arrive pas, même en groupe et même collectivement. Et l'idéal, c'est que le jeu conserve ce degré de difficulté pendant toute la période de jeu. Et pour cette implication cognitive, il faudrait idéalement que dans un jeu, il n'y ait pas seulement de l'apprentissage par cœur ou de la mémorisation, évidemment, mais qui doivent mettre en action des stratégies d'apprentissage, de la résolution de problèmes, de la réutilisation de connaissances acquises, réutilisation si possible dans des contextes nouveaux au cours du jeu, et si possible aussi de l'interdisciplinarité. Ça, c'est toujours en lien avec la théorie de Roland Viau. Ici, un exemple de jeu qui le fait assez bien, je trouve, c'est This War of Mine, où vous êtes des personnes, c'est un survival horror, vous êtes des personnes assiégées dans une ville en guerre et vous devez mettre en place plein de stratégies pour survivre et faire survivre les personnes qui vivent avec vous, autant sur le plan de la nourriture, de l'électricité, de la sécurité, et plein d'autres stratégies intéressantes. Voilà, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas fait trop long. Thank you very much, Florence. But I have a question because many things that you showed show individual apprenticeship, how a pupil can learn something. And as you know, every pupil is not the same, has not the same motivation, is not the same when confronting apprenticeship. And how can you use this kind of games for helping pupils working together, not working just for themselves? Yes, I think all these games, except probably the writing game, can be used with a group of students. The one on slavery was used with a group of 2 students because we didn't have enough computers. So, and they enjoy playing together. I mean, I don't see that any impossibility. I think it's even better if they can collaborate and play together, have different interests. But we don't always, it's most of the time what happens because we don't have 24 or 25 computers in a school. But yes, you're right. Collaboration is very interesting.
and very productive. And that's one of the other elements that you mentioned, but well, there are about 10 other criteria which are very interesting for children. And you're right, collaboration is a very important one. Thank you. We have time for one or two questions. Yes? Merci Florence pour la présentation. Si j'ai bien compris, donc l'idée c'est qu'il y a un effort de voir quelles sont les approches qui fonctionnent bien avec le matériel classique et essayer de faire un parallèle avec les jeux. Mais moi j'ai envie de poser une question inverse et surtout j'étais étonné de ne pas voir un terme. Souvent intrinsèquement dans les jeux, ce qui est motivant et ce qui est funny, c'est la compétition, le score, gagner. Alors maintenant, la question inverse, c'est est-ce que dans l'éducation, la value, comme vous l'appelez, mais la value compétition, gagner, est-ce que c'est un canal de motivation pédagogique ou c'est moralement à éviter parce que ça crée des gens voilà, qui sont très dans la compétition, dans le fait d'écraser les autres, des choses comme ça. Je ne sais pas, mais je pose la question pour voir est-ce que c'est un canal à utiliser et si oui, avec quelles précautions? Très, très, très bonne question. Dans le jeu sur l'esclavage, il y a quand même un élément, je dirais pas forcément de compétition, mais de réussite, parce que c'est assez difficile de réussir sans se faire tuer, sans se faire jeter en prison. Le but, c'est de s'échapper d'une plantation quand même. Et là, c'est vrai qu'ils ont tous envie de réussir. Alors, c'est pas forcément, ils vont pas se comparer. Il n'y a pas des points pour ceux qui arrivent plus vite, mais ils ont tous envie d'arriver quand même au bout du jeu. Donc, c'est un moteur de la réussite. Alors, la compétition, là, c'est pas les autres jeux où il y a vraiment des points. C'est plutôt le jeu de survie, This War of Mine. On a envie de faire survivre son personnage. Ma foi, les autres auront peut-être d'autres stratégies pour le faire survivre. C'est difficilement comparable, mais on a fait des tests avec des jeux de mathématiques chez les petits au primaire qui étaient plus compétitifs, ces jeux, parce que chaque élève pouvait jouer, ça s'appelait le roi des maths, pouvait jouer pendant un semestre. Dès qu'il avait du temps libre sur ce jeu-là, il avait un avatar qui augmentait son apparence et ses capacités, plus il réussissait dans le jeu. Et on a vu que ça avait un effet pervers dans la classe, c'est que les élèves qui étaient très forts et très bons, ils avaient tout le temps envie d'aller jouer, puis d'augmenter les qualités de leur avatar, et les autres qui avaient de la peine, eh ben, ils ont abandonné le jeu et ils se sentaient humiliés, donc ils ne voulaient plus jouer. Donc c'est à double tranchant la compétition. Je dirais si c'est dans le but d'arriver à un but qu'on s'est fixé, de faire ce qu'on a envie, de réussir à découvrir toutes les possibilités du jeu, c'est très positif. Mais si c'est uniquement de se comparer aux autres avec des points, ce n'est pas forcément toujours fonctionnel. Il faudrait que les équipes, là pour le coup qu'on joue en équipe et que toutes les équipes aient les mêmes chances de gagner pour que ça reste intéressant jusqu'au bout. Mais sinon, typiquement, le roi des maths, c'était un jeu de drill et d'exercices de maths où on n'arrivait pas à apprendre dans le jeu. On ne faisait que vérifier les connaissances qu'on avait déjà. Donc ceux qui avaient de la peine ne pouvaient pas apprendre plus avec ce jeu-là. C'était juste comme s'ils faisaient des tests et puis qu'ils recevaient des mauvaises notes en permanence. Ce qui n'est pas le cas des jeux vraiment que j'ai montrés ici. Oui, mais très, très bonne question. Last question. No, nobody. Okay. Thank you very much. Je remets juste l'écran. Voilà. And this is time for the last one table. So please come here, Florence, Olivier. Okay.